Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre expliqué dans cet épisode est Les conférences Soros à l'Université d'Europe centrale. Dans la communauté mondiale des investisseurs, Soros est un investisseur aussi célèbre que Buffett. Ce qui est plus intéressant, c'est que Buffett et Soros ont tous deux gagné beaucoup d'argent sur le marché financier, mais ils ont emprunté deux voies complètement différentes. Buffett choisit la voie de l'investissement axé sur la valeur, en se concentrant sur l'évaluation du modèle économique de l'entreprise, de sa compétitivité sur le marché, de ses flux de trésorerie et du caractère raisonnable de la valorisation. Soros a pris un chemin complètement différent. Ce livre raconte l'essence de la pensée de Soros. La vie de Soros est pleine de légendes. Il est juif et est né en Hongrie. À l'âge de 14 ans, à cause de la persécution des nazis, il a dû utiliser une fausse carte d'identité et un faux nom pour échapper à une vie, ou crise de mort. Cette expérience s'est produite dans une certaine mesure, elle a également façonné son esprit aventureux. Après être entré dans le secteur financier, il a fondé Quantum Fund. Plusieurs batailles célèbres l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Il est devenu le gestionnaire de hedge funds le plus rentable au monde. Alors, quelle est la logique d'investissement de Soros? Permettez-moi tout d'abord de présenter quelques connaissances de base. Eugene Fama, lauréat du prix Nobel d'économie 2013 et professeur à l'Université de Chicago, a un jour proposé dans les années 1970 une théorie appelée l'hypothèse d'efficience du marché. Un marché efficace signifie que toutes les informations seront rapidement comprises par les acteurs du marché et immédiatement reflétées dans les prix du marché. Cette théorie implique une hypothèse très importante, elle suppose que les investisseurs participants au marché sont suffisamment rationnels et peuvent réagir rapidement et raisonnablement à toutes les informations du marché. Cependant, dans ce livre, Soros réfute clairement l'hypothèse d'un marché efficace et estime que le marché est inefficace. Sur le chemin de l'apprentissage de l'investissement, avant d'établir son propre cadre d'investissement, une personne passera inévitablement par un carrefour très important. Un côté de ce carrefour est la conviction que le marché est efficace, et l'autre côté est la conviction que le marché est efficace. Inefficace. Dans ce livre, nous expliquerons en détail la théorie de Soros et la combinerons avec son expérience des marchés financiers mondiaux pour vous expliquer pourquoi le marché est inefficace. Après avoir écouté ce programme, vous aurez une compréhension plus approfondie de la logique sous-jacente du domaine de l'investissement. Le livre dont nous allons parler dans cet épisode est un recueil d'une série de discours prononcés par Soros à l'Université d'Europe centrale à Budapest, en Hongrie, en octobre 2009. Il y a 5 discours au total. Il n'est pas exagéré de dire que l'essence des pensées de la vie de Soros est concentrée dans ces 5 discours. Ce livre n'est pas épais, mais à mon avis, c'est un livre largement sous-estimé. Si vous souhaitez établir un cadre de réflexion en matière d'investissement capable de générer des bénéfices à long terme, alors ce livre sera l'une des bases les plus importantes. Soros estime que son cadre mental pour gagner de l'argent sur les marchés financiers et son cadre mental pour dépenser de l'argent en tant que philanthrope sont essentiellement la même chose, ce qui est également le thème de son étude de toute une vie. Pour le résumer en une phrase, c'est la relation entre la pensée et la réalité. Ensuite, nous décrirons l'essence des pensées de Soros et la diviserons en 3 mots-clés. Le premier mot-clé est la réflexivité, le deuxième la théorie des bulles et le troisième la société ouverte. Première partie. Examinons d'abord le premier mot-clé, la réflexivité. Si vous ne pouvez retenir que 3 mots à propos de Soros, alors ces 3 mots devraient être réflexivité. Soros estime que la compréhension du monde par chacun sera toujours partielle et déformée. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais comprendre le monde correctement à 100%. Peu importe votre intelligence et votre expérience, votre compréhension ne sera jamais assez précise. La réflexivité signifie que non seulement votre compréhension du monde est partielle et déformée, mais que votre perspective déformée affectera à son tour la question elle-même. Par exemple, lorsque vous apposez une étiquette sur quelqu'un, que cette étiquette soit correcte ou fausse, cela peut avoir un impact sur le développement futur de la personne. Des psychologues ont déjà mené une telle expérience, ils ont sélectionné au hasard une classe de l'école, ont demandé à des experts en éducation d'évaluer quels élèves de la classe avaient le plus de potentiel, puis ont donné à l'enseignant une liste des élèves les plus potentiels. En fait, puisqu'il s'agissait d'une expérience, les étudiants figurant sur la liste ont été sélectionnés au hasard. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'après une période de suivi, l'expérimentateur a constaté que les élèves de la liste initiale dépassaient réellement la moyenne de la classe dans tous les aspects, et que leur probabilité de devenir les meilleurs élèves augmentait considérablement. Il s'agit d'un exemple simple de réflexivité, montrant que notre vision des choses ou des personnes peut affecter les choses elles-mêmes. Pour comprendre plus profondément la réflexivité, nous devons décomposer davantage les fonctions de la pensée humaine. Soros estime que la pensée des participants a 2 fonctions, l'une est de comprendre le monde dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle la fonction cognitive, l'autre est de changer la situation et de rendre l'environnement bénéfique pour nous, ce qu'on appelle la fonction de manipulation. En termes simples, la fonction cognitive signifie que vous comprenez les lois des choses, les lois du monde et les lois de la nature. Le processus d'apprentissage de quoi que ce soit nécessite l'utilisation de fonctions cognitives. Qu'en est-il de la fonction de contrôle?
Ce qu'il faut souligner ici, c'est que bien que Soros attribue la fonction de manipulation à la pensée, en fait, la fonction de manipulation à laquelle il fait référence ne se produit pas seulement dans le domaine de la pensée subjective, mais inclut également le processus allant de la pensée à l'action. Nous pouvons le voir clairement dans certains des exemples donnés par Soros dans le livre. Afin de mieux comprendre la fonction cognitive et la fonction de manipulation, jetons un coup d'œil à l'expérience sur l'éducation que nous venons de mentionner. Dans une classe, les performances des différents élèves seront certainement bonnes ou mauvaises. Nous avons tendance à penser que les étudiants ayant de bonnes notes pourraient avoir un QI plus élevé et un plus grand potentiel à l'avenir. La formation de ce point de vue est la fonction cognitive de la pensée humaine. Mais cette perception n'est pas nécessairement correcte, il est possible que certains étudiants n'aiment pas étudier à cet âge, mais ils ont une forte capacité globale et un grand potentiel pour l'avenir. C'est ce qu'a dit Soros, notre vision du monde est toujours inévitablement partielle et déformée. Dans cette expérience, des experts en éducation ont dressé une liste des élèves les plus prometteurs et l'ont remise aux enseignants. Les étudiants de cette liste sont sélectionnés au hasard et les étudiants de la liste ne sont pas nécessairement ceux qui ont de bonnes notes. C'est ce que Soros appelle la fonction de manipulation. Nous changeons directement la situation sans compter sur la cognition. La fonction cognitive et la fonction de manipulation sont faciles à comprendre lorsqu'elles sont vues séparément. Mais le vrai problème est qu'à un moment donné, ces deux fonctions interfèrent l'une avec l'autre. Dans l'expérience qui vient de se dérouler, des experts en éducation ont sélectionné au hasard une liste, affirmant qu'il s'agissait de la liste des élèves ayant le plus de potentiel, et l'ont remise à l'enseignant. Une fois que les enseignants ont vu cette liste, ils pensent que les experts en éducation font autorité et sont susceptibles de considérer les élèves figurant sur la liste de manière plus positive. C'est là que la fonction de manipulation affecte la fonction cognitive. Parce que l'enseignant traite les élèves de la liste plus activement et peut même leur accorder plus de soins et d'attention, les résultats des élèves de la liste s'améliorent réellement. Ce résultat incitera davantage les enseignants à faire confiance à la liste des experts pédagogiques, et ils traiteront alors les élèves figurant sur la liste de manière plus positive. C'est la fonction cognitive qui affecte la fonction de manipulation. Étant donné que ces deux fonctions interagissent souvent l'une avec l'autre, l'issue de l'affaire est incertaine et très difficile à prédire. Vous vous poserez peut-être une question après avoir entendu ceci, dans de nombreuses disciplines, comme la physique et l'astronomie, des prédictions très précises peuvent souvent être faites. Par exemple, si j'apprends la physique newtonienne, je peux prédire avec précision les orbites des planètes. Comment expliquer cela? C'est une très bonne question, qui illustre simplement la différence entre les phénomènes naturels et les phénomènes socio-humains. Lorsque les humains sont confrontés à des phénomènes naturels, leurs fonctions cognitives et leurs fonctions de manipulation sont distinctes et ne s'influencent pas. En fait, peu importe la façon dont vous apprenez cognitivement la mécanique newtonienne, cela n'affectera pas l'orbite d'origine de la planète. Du fait de cette indépendance des fonctions cognitives et de manipulation, il nous est relativement aisé de prédire les phénomènes naturels. Tant que vous avez une compréhension suffisamment approfondie des règles, vous pouvez généralement faire des prédictions précises. Mais contrairement aux phénomènes naturels, les phénomènes liés à la société humaine sont très difficiles à prévoir. Comme l'économie, la politique et bien d'autres activités liées à l'humain. Pourquoi ne peut-on pas le prédire avec précision? La raison en est qu'il existe une grande réflexivité dans les phénomènes socio-humains. Les fonctions cognitives et opérationnelles peuvent interagir, conduisant à des résultats incertains. Soros estime donc qu'il devrait y avoir une dichotomie ici. Lorsque les êtres humains sont confrontés aux sciences naturelles et aux sciences sociales, ils doivent adopter des méthodes différentes et utiliser des normes différentes pour les mesurer. Bien entendu, il convient également de souligner ici que ce dualisme n'est pas absolu et que certaines disciplines se situent entre les deux, comme la biologie. Maintenant, vous pourrez peut-être comprendre pourquoi Newton, un scientifique talentueux, a perdu 20 000 livres à cause des transactions boursières, ce qui équivalait à 10 ans de son salaire à l'époque. La raison en est que de nombreux phénomènes naturels sont prévisibles, alors que les marchés financiers sont presque imprévisibles. Newton aurait dit quelque chose à l'époque, « Je peux calculer les trajectoires des corps célestes, mais il est difficile de prédire la folie des gens. » Maintenant que nous parlons de bourse, parlons du marché financier. Soros a gagné tellement d'argent sur le marché financier, cela a-t-il quelque chose à voir avec le cadre de réflexion mentionné ci-dessus? La réponse de Soros est oui, et cela compte beaucoup. Il a proposé 2 règles pour comprendre les marchés financiers. Article 1. Les prix du marché faussent certainement les fondamentaux, et le degré de distorsion peut être négligeable ou très grave. En termes simples, les prix ne reflètent pas fidèlement les conditions macroéconomiques ou les fondamentaux des entreprises. Il a été constaté que non, cela est directement contraire à l'hypothèse d'efficience du marché. Soros a toujours méprisé l'hypothèse d'un marché efficace. Parce que son propre cadre théorique est directement incompatible avec l'hypothèse d'efficience du marché. L'hypothèse d'efficience du marché estime que les prix du marché reflèteront avec précision les conditions macroéconomiques ou les fondamentaux des entreprises, mais Soros estime que cela est impossible.
La deuxième règle concernant les marchés financiers est que les marchés financiers ne reflètent pas simplement les fondamentaux de manière négative, ils peuvent à leur tour affecter les fondamentaux. En termes simples, la distorsion des prix du marché affectera à son tour les conditions macroéconomiques ou les fondamentaux des entreprises. Il s'agit en fait de la réflexivité que nous venons d'évoquer. Par exemple, il existe un fameux piège dans l'investissement appelé piège de réflexivité. Par exemple, il y a une société A. Supposons que j'estime que la valeur intrinsèque de cette société est de $10 US. En théorie, lorsque le cours de l'action chute à $6 US, cela devrait constituer un point d'achat très attractif. Mais le piège possible est que lorsque le cours de l'action chute réellement à $6 américains, la baisse du cours de l'action déclenche une réaction en chaîne. Par exemple, la banque s'adresse à l'entreprise pour recouvrer le prêt, ce qui fait que la valeur intrinsèque de l'entreprise n'est plus d'une valeur originale estimée à $10 américains. C'est le piège réflexif. Bien entendu, toutes les entreprises ne sont pas aussi réflexives. De manière générale, les entreprises ayant des niveaux d'endettement relativement élevés ont tendance à être réflexives. C'est également une question à laquelle nous devons prêter une attention particulière lors de l'évaluation des investissements. La seconde partie. Ce qui précède est le premier mot-clé, la réflexivité. C'est le cœur du cadre de pensée de Soros. Examinons ensuite le deuxième mot-clé, la théorie des bulles. Soros a étudié le processus des marchés financiers, du boom à la récession et a inventé la théorie des bulles. Avant de comprendre la théorie des bulles, examinons d'abord deux concepts intéressants, la rétroaction négative et la rétroaction positive. Par exemple, lorsque le cours de l'action s'écarte de sa valeur intrinsèque et augmente dans une certaine mesure, les investisseurs pensent que le prix est surévalué, donc moins de gens achètent et plus de gens vendent. À ce moment-là, le cours de l'action retombera et se rapprochera de sa valeur intrinsèque. Il s'agit d'un retour négatif. Les commentaires négatifs sont un processus d'autocorrection qui, à long terme, signifie que les prix fluctuent autour de la valeur, et cela peut durer indéfiniment. Au contraire, les commentaires positifs sont un processus qui s'auto-renforce. Sur le marché financier, il apparaît souvent que la hausse des cours boursiers entraîne une amélioration des fondamentaux, ce qui à son tour entraîne une hausse supplémentaire des cours boursiers, et ainsi de suite. En réalité, les retours positifs apparaissent souvent les uns après les autres, s'auto-renforçant initialement dans une certaine direction, mais atteignant finalement un point d'inversion. Cependant, il convient de noter que le processus de feedback positif peut ne pas être terminé et peut être interrompu à tout moment par un feedback négatif. Après avoir compris les commentaires négatifs et les commentaires positifs, la théorie des bulles proposée par Soros est plus facile à comprendre. Il estime que chaque bulle comporte deux parties, l'une est la tendance sous-jacente qui domine la réalité et l'autre est l'incompréhension de cette tendance. Lorsque les tendances et les perceptions erronées se renforcent mutuellement, un processus d'expansion puis de récession s'enclenche. C'est ainsi que se forment les bulles. Les grands marchés haussiers ou baissiers que nous avons connus au cours de l'histoire sont tout le produit de l'auto-renforcement de cette tendance. Cependant, tout a une fin. Lorsque la tendance va de plus en plus loin, à un certain stade, les gens constatent qu'il y a une énorme différence entre leurs attentes et la réalité. Lorsque de plus en plus de gens doivent admettre cette erreur, on se rapproche d'un tournant critique dans la tendance. Indiqué. Tout comme des montagnes russes qui grimpent férocement, peu importe la hauteur qu'elles atteignent, elles finiront par glisser de l'autre côté de la montagne. Permettez-moi de vous donner un exemple typique, celui du processus de bulle immobilière. L'un des facteurs qui explique la hausse des prix de l'immobilier est le fait que le crédit est bon marché et facile à obtenir. À mesure que les prix de l'immobilier augmentent, la valeur de la propriété en garantie augmente également. Dans de telles circonstances, de nouveaux crédits peuvent être obtenus, et ces nouveaux crédits peuvent favoriser davantage la hausse des prix de l'immobilier. Une forte tendance à la hausse des prix de l'immobilier est souvent un processus qui s'auto-alimente. Finalement, le volume du crédit a atteint sa limite et a dû être inversé, ce qui a entraîné une liquidation forcée et les prix de l'immobilier ont commencé à baisser. Passons brièvement en revue la théorie des bulles de Soros. Des bulles se produiront de temps en temps, et les bulles peuvent durer plus longtemps que prévu. Une bulle est essentiellement une rétroaction positive qui s'auto-renforce. Bien sûr, il y a des limites à l'auto-renforcement de cette tendance, et la bulle finira par éclater. Soros utilise en fait ce cadre théorique pour rechercher des opportunités sur le marché financier mondial et le point critique où la bulle éclate. Par exemple, lors de la crise financière mondiale de 2007 et 2008, il a utilisé la théorie réflexive pour faire des prédictions, et son fonds est devenu l'un des bénéficiaires de la crise financière. De nombreux fonds du secteur ont subi de lourdes pertes au cours de cette crise, mais le Quantum Fund de Soros a réalisé un rendement de 32% en 2007 et a garanti un rendement de 8% en 2008 malgré la sombre crise financière. Un autre point intéressant est que Soros a gagné beaucoup d'argent grâce à la théorie des bulles. Mais il est lui-même très préoccupé par les bulles et a également avancé des suggestions politiques sur la manière de prévenir les bulles. Soros a déclaré qu'il existe une opinion populaire selon laquelle les marchés financiers peuvent s'autoréguler et devraient être laissés à eux-mêmes.
Mais il s'avère que cette idée est problématique et que nous avons surestimé la capacité des marchés financiers à s'autoréguler. Étant donné que les marchés financiers ont tendance à générer des bulles, les régulateurs financiers devraient trouver des moyens d'éviter que les bulles ne deviennent trop grosses. Même si les régulateurs commettent des erreurs dans ce processus d'intervention, ils devraient quand même intervenir car cela relève de leur responsabilité. Ce qui précède est le deuxième mot-clé, la théorie des bulles, qui mérite d'être souligné dans le cadre théorique de Soros. Il a inventé la théorie des bulles et a gagné beaucoup d'argent en utilisant la théorie des bulles. Mais il est lui-même très inquiet des bulles sur les marchés financiers et préconise que le gouvernement intervienne fortement dans le processus de formation des bulles au lieu de le laisser tranquille. La troisième partie. Passons au troisième mot-clé d'aujourd'hui, qui est également un concept que Soros a consacré la majeure partie de son énergie à promouvoir au cours de la seconde moitié de sa vie, appelée société ouverte. Cette partie comportera un certain contenu philosophique, car Soros s'intéresse beaucoup à la philosophie et on peut dire qu'il est la personne la plus philosophe du monde financier. Pour comprendre la société ouverte, il faut d'abord mentionner un philosophe. Cet homme est le professeur le plus respecté de Soros, appelé Karl Popper. Karl Popper a écrit un jour un livre très célèbre intitulé « La société ouverte et ses ennemis ». Dans le livre, il propose que dans une société ouverte, les gens sont libres d'avoir des opinions différentes et que des personnes ayant des points de vue et des intérêts différents vivent ensemble en paix. C'est aussi le livre qui a eu le plus grand impact sur Soros. L'ensemble du concept de Soros a été développé sur la base de la société ouverte proposée par Karl Popper. Ce qui est plus intéressant, c'est que Soros a mentionné l'une de ses propres crises de la quarantaine. Alors qu'il avait près de 50 ans, la taille du fonds spéculatif qu'il gérait atteignait 100 millions de dollars, dont 40 millions de dollars étaient ses biens personnels. Il estime qu'il a gagné suffisamment d'argent pour lui et sa famille, mais continuer à travailler comme hedge fund est très stressant et très épuisant pour les gens. À ce moment-là, il était un peu confus et ne savait pas où aller ensuite. Finalement, il a trouvé une nouvelle direction et une nouvelle motivation, créer une fondation dédiée à la promotion d'une société ouverte. Cependant, Soros n'a pas suivi aveuglément la théorie de son professeur, mais a apporté des modifications et des améliorations basées sur la théorie de Karl Popper. Sur la base de son observation à long terme et de sa réflexion sur le monde réel, il estime que le concept de société ouverte proposé par Karl Popper présente certains inconvénients. Selon Karl Popper, notre compréhension du monde étant toujours partielle et déformée, tout le monde ne peut pas atteindre la perfection cognitive. Dans ce cas, une société où règne la liberté d'expression, la libre pensée et des élections libres constituera une meilleure forme d'organisation. Soros estime qu'il y a une faille dans l'idée d'une société ouverte. Karl Popper s'est principalement intéressé à la compréhension que les gens ont de la réalité, c'est-à-dire à la fonction cognitive. Cela implique implicitement l'hypothèse selon laquelle le but premier de la pensée est de mieux comprendre la réalité. Cependant, ce n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. La capacité des individus à manipuler la réalité sera parfois plus puissante que leur fonction cognitive. Comme nous l'avons déjà dit, les êtres humains ont deux fonctions de réflexion, l'une est la fonction cognitive et l'autre est la fonction de manipulation. Soros a découvert que les humains mettent souvent l'accent sur les fonctions cognitives et ignorent les fonctions de manipulation. Cette habitude trouve son origine dans la période des Lumières, du XVIIe au XVIIIe siècle. Au siècle des Lumières, les humains avaient relativement peu de compréhension et de capacité à contrôler les forces de la nature. Par conséquent, nous avons tendance à imaginer la réalité comme quelque chose qui attend passivement d'être découvert et à ignorer l'impact des personnes sur la réalité elle-même. Cette façon de penser ne pose aucun problème lorsqu'il s'agit de comprendre les phénomènes naturels, mais des problèmes surviennent lorsqu'elle est étendue au domaine lié à la société humaine. C'est l'erreur des Lumières. Soros pense que Karl Popper est tombé dans le sophisme des Lumières. En fait, Soros lui-même attache une grande importance à la fonction de manipulation de la pensée humaine, et il participe également très activement à certaines affaires politiques. Par exemple, Soros a une très mauvaise impression de l'ancien président américain George W. Bush. Il pensait que George W. Bush mentait au monde lorsqu'il affirmait que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Finalement, George W. Bush a utilisé ce mensonge comme prétexte pour déclarer la guerre à l'Irak, une guerre qui a gravement violé les droits de l'homme. Par conséquent, au cours de la seconde moitié du premier mandat de Bush, Soros a collecté une grande somme d'argent et a consacré beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'empêcher Bush d'être réélu président des États-Unis. Cependant, en 2004, George W. Bush a été réélu président des États-Unis. Ce revers a amené Soros à réfléchir plus profondément. Soros estime qu'une raison très importante pour laquelle Bush a été réélu est qu'il peut déformer la réalité dans une certaine mesure et manipuler la pensée des autres. Cela reflète pleinement une vision du monde postmoderne. Cette vision du monde soutient que puisque la réalité peut être manipulée, pourquoi devrions-nous donner la priorité aux fonctions cognitives? Pourquoi ne pas simplement manipuler directement la réalité? Soros estime que l'administration Bush a très bien réussi à manipuler la réalité. En déclarant la guerre au terrorisme, George W. Bush a amené l'ensemble des États-Unis aux côtés du président, ouvrant ainsi la voie à l'entrée en Irak. Mais en réalité,
l'Irak a fini par faire chuter l'influence des États-Unis dans le monde. Soros a souligné que si vous ignorez l'existence de la réalité objective et que vous insistez et exercez uniquement la fonction de manipulation, vous tomberez dans l'erreur postmoderne. Nous devons réaliser que le noyau de la réalité objective ne peut pas être manipulé, et c'est ce noyau que le sophisme postmoderne ignore. De plus, même si la réalité peut être manipulée dans une certaine mesure, les résultats s'écarteront certainement des intentions du manipulateur. Cet écart doit être réduit au minimum, sinon de gros problèmes peuvent survenir. Faisons un rapide retour en arrière, nous venons de parler de deux erreurs, l'une est celle de l'illumination, qui se concentre uniquement sur les fonctions cognitives et ignore la fonction de manipulation. L'autre est l'erreur postmoderne, qui se concentre uniquement sur la fonction manipulatrice et ignore la fonction cognitive. Le cadre réflexif proposé par Soros prête attention au rôle de ces deux fonctions à la fois, ce qui constitue un cadre plus complet. Alors, comment devrions-nous utiliser le concept de société ouverte pour résoudre certains problèmes pratiques ? Soros a proposé une approche selon laquelle nous devrions traiter différemment le comportement du marché et le comportement politique. Les mécanismes du marché sont caractérisés par la moralité. Votre dollar est exactement le même que son dollar, et nous n'avons pas à nous soucier de la manière dont l'argent a été obtenu. Cela rend le marché très efficace et les participants n'ont pas besoin de prendre en compte les facteurs éthiques. Mais ce n'est pas exactement ainsi que fonctionne la politique. Par exemple, la politique américaine est une démocratie représentative, dans laquelle le peuple élit des représentants pour exercer le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir devraient à l'origine être les porte-paroles des intérêts du peuple, mais en fait, ils sont susceptibles de placer leurs propres intérêts avant ceux du peuple. Après tout, faire campagne coûte très cher et les élus doivent rembourser ceux qui paient, c'est la règle du jeu. Ici, l'argent contamine la politique et les intérêts particuliers passent avant l'intérêt public. Soros souligne ici le rôle de la moralité. Il estime qu'il faut tracer une ligne entre les activités économiques et les activités politiques. Dans les activités économiques, le marché permet aux participants de négocier librement et il n'y a aucun problème avec le profit comme motif. Cependant, il n'est pas approprié d'utiliser le profit comme motif dans le domaine politique. Nous devons donner la priorité à l'intérêt public et prêter attention aux facteurs moraux. Par conséquent, les gens doivent distinguer leur rôle, qu'ils soient acteurs du marché ou acteurs politiques. Si nous sommes acteurs du marché, nous sommes libres de poursuivre nos propres intérêts. Si nous sommes des acteurs politiques, nous devons donner la priorité à l'intérêt public. C'est la solution proposée par l'idée de Soros d'une société ouverte. Passons maintenant en revue ces trois mots-clés. Le premier mot-clé est la réflexivité, qui est également le concept central du cadre de pensée de Soros. Soros croit que les êtres humains ont deux fonctions de réflexion, l'une est la fonction cognitive et l'autre la fonction de manipulation. Lorsque les humains sont confrontés à des phénomènes naturels, leurs fonctions cognitives et leurs fonctions de manipulation sont indépendantes les unes des autres et n'interfèrent pratiquement pas les unes avec les autres. Il devient donc plus facile de comprendre les lois des choses et, une fois que vous maîtrisez les lois, il est plus facile de faire des prédictions. Mais face aux phénomènes socio-humains, la fonction cognitive et la fonction de manipulation ne deviennent plus indépendantes, mais interfèrent l'une avec l'autre. Cela rend l'évolution des choses intrinsèquement incertaine, ce qui la rend très difficile à prévoir. Ainsi, même si nous pouvons prédire la position et les changements des planètes, nous ne pouvons pas prédire les fluctuations des cours boursiers. Comprendre la réflexivité est important à la fois pour nos vies et notre travail. Lorsque nous devons faire une prédiction sur quelque chose dans la réalité, nous devons d'abord distinguer s'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'un phénomène social humain. Évaluer d'abord la réflexivité de la chose réduira considérablement la probabilité de commettre des erreurs. Le deuxième mot-clé est la théorie des bulles. Soros a inventé la théorie des bulles sur les marchés financiers. Il a gagné beaucoup d'argent en appliquant cette théorie et est devenu l'une des personnes les plus prospères de la communauté mondiale des investisseurs. Il estime qu'une bulle typique passera par un tel processus, d'abord commençant, puis s'accélérant, se renforçant encore, puis entrant dans la période crépusculaire, atteignant un point de retournement, puis accélérant son déclin et éclatant en une crise financière. Soros a appliqué sa théorie des bulles pour déterminer le tournant des tendances sur le marché financier mondial, et a même utilisé ses avantages financiers et son influence pour favoriser artificiellement l'arrivée de ce tournant. C'est son arme magique pour gagner de l'argent. Lorsque nous comprenons la théorie des bulles, nous pouvons recomprendre de nombreux phénomènes sur les marchés financiers. Sur cette base, prenez de meilleures décisions d'investissement. Le troisième mot-clé est la société ouverte. C'est aussi ce à quoi Soros a consacré le plus de temps et d'énergie après ses 50 ans. Le concept de société ouverte a été proposé par Karl Popper, l'enseignant le plus respecté de Soros. Il s'agit d'une forme d'organisation sociale proche d'un système démocratique. Cependant, Soros a apporté certaines modifications à la théorie de la société ouverte, sur la base de l'expérience de son professeur. Il pensait que son professeur, Karl Popper, accordait trop d'attention aux fonctions cognitives et tombait dans une certaine mesure dans le sophisme des Lumières. Et la politique américaine moderne,
comme l'a fait l'administration Bush, met trop l'accent sur la fonction de manipulation et est tombé dans l'erreur postmoderne. Soros a réfléchi plus profondément aux sociétés ouvertes et a proposé un principe de frontière. Il estime qu'une personne doit clairement distinguer son rôle, qu'elle soit acteur du marché ou acteur politique. Si vous êtes un acteur du marché, vous pouvez rechercher la maximisation de vos intérêts personnels, mais si vous êtes un acteur politique, vous devez placer l'intérêt public au premier plan. C'est la recette de Soros pour améliorer encore le monde. Cette bonne recette est également digne de notre référence. En regardant la vie de Soros, nous pouvons dire qu'il était un fidèle praticien de la théorie de la réflexivité. D'une part, il attache une grande importance à la fonction cognitive et, tout au long de sa vie, il a constamment observé et résumé les lois du monde. D'un autre côté, il attache également une grande importance à la fonction de manipulation. Par exemple, en 2004, il a tenté d'empêcher la réélection de George W. Bush à la présidence des États-Unis. Essayer de changer le monde réel. Même s'il n'y est pas parvenu, cela ne l'a pas empêché de réessayer. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.